C'est bon? Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'agressivité, ou plutôt comment désamorcer l'agressivité. Peut-être patienter un petit peu le temps que peut-être quelques retardataires puissent nous rejoindre. Et on pourra lancer les hostilités, si j'ose dire, du jour. J'attends le signal de la régie. Bon, je propose que du coup, on commence. Encore une fois, bienvenue à tous. Je sais que c'est un sujet qui est pas très, comment dirais-je, très prégnant au sein des établissements de santé. C'est un sujet vraiment transversal, hein, l'agressivité, comment désamorcer l'agressivité. On va essayer aujourd'hui de vous proposer quelques stratégies et outils pour une communication apaisée en milieu de soins. L'objectif, avec plusieurs objectifs, on va tâcher de comprendre les causes profondes de l'agressivité en milieu de soins. On va découvrir des outils concrets de désescalade issus de la communication non violente avec notre expert du jour. On va également tenter de vous présenter une solution de formation immersive adaptée aux soignants pour répondre à cet enjeu de l'agressivité, une solution made in Simango. Et on aura un dernier temps consacré un temps d'échange un peu à des questions-réponses au travers de cas concrets. Pour ce faire, on a ce plan de bataille qui est prévu. Alors, on aura un petit temps, bien sûr, de présentation pour introduire notamment notre expert du jour, introduire Simango. On va faire un focus sur la réalité préoccupante de ce sujet de l'agressivité en milieu de soins pour comprendre les enjeux et tenter de désamorcer l'agressivité grâce à certaines méthodes. On mettra le focus aussi sur quelques cas concrets du terrain. Et on fera ensuite un ultime focus sur la formation immersive Simango pour voir comment elle peut vous aider concrètement. Passons désormais au temps de présentation. Me concernant, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui suivent notre webinaire du jour, je suis Alexandre, je suis chargé de suivi établissement pour Simango. Mon rôle, c'est d'accompagner les établissements de santé dans leur projet, enjeu de formation, que ce soit de la formation continue, un enjeu de certification. Voilà, les aider à maîtriser nos outils de formation pour les déployer efficacement auprès de leurs agents. Et je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Barraud, que je vais laisser se présenter. Monsieur, dame, bonjour, je m'appelle Pascal Barraud, je suis psychologue, mais initialement j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmier en psychiatrie. Et puis j'ai été aussi, au fil du temps, cadre de pôle sur les urgences et la psychiatrie, formateur. Et maintenant, je continue mon activité de psycho et de coach, et notamment de coach d'équipe. Et vous comprendrez que la CNV prend tout son sens dans ce champ dans le champ de mes interventions. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire de moi. J'ai écrit quelques articles sur la problématique de l'agressivité et toujours lié avec le contexte hospitalier. C'est bon pour moi, Alexandre ? Merci, Monsieur Barraud, pour cette présentation. Alors, on a une petite latence entre nous. Donc voilà, je tenais à prévenir l'auditoire pour cela. Merci pour cette présentation complète. Hop, je propose donc de passer à la suite sur Simango. Simango en quelques mots. Donc on est un organisme de formation certifié, Calliope. On propose des solutions de formation numérique sous forme de jeux vidéo sérieux, avec un format du coup ludique, économique et adapté à vos besoins, aux besoins des établissements de santé. Depuis 2018, on a accompagné, on a formé des professionnels de santé, donc un peu plus de 230 000 personnes, le tout réparti sur un peu plus de 400 établissements sur le territoire national, en comptant également les instituts de formation, IFSI et IFAS. On a à peu près, on a même précisément 24 formations à notre catalogue de formations numériques, ludiques, interactives, avec un format court.
et le tout représenté par une équipe d'une trentaine de personnes à Rennes. Donc on est vraiment sur du Made in France, presque du Made in Bretagne. Mais n'étant pas breton moi-même, je ne vais pas m'accaparer ce titre. Mais voilà, pour vous faire un petit tour d'horizon sur 6 membres. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui sur l'agressivité, il part d'un constat, d'une réalité préoccupante, selon laquelle on a quotidiennement 65 professionnels des établissements de santé, tous métiers confondus, hein, qui sont victimes d'agressions physiques ou verbales. On tire ce chiffre du coup du site du gouvernement, hein, santé.gouv.fr. Donc, je vais vous permettre de rebondir directement, monsieur Barraud, sur ce sujet, cette réalité préoccupante. Absolument, Alexandre. C'est une problématique qui explose ces dernières années. À cela, sans doute, des changements de mentalité, changement des attentes aussi des patients par rapport à leurs soins. Et il faut bien dire que le patient étant de plus en plus acteur de son soin, il est donc plus partie prenante et plus responsable de ses soins et il est plus exigeant, entre guillemets. L'exigence est un mot que je manipule avec précaution. Alors oui, aucun statut, aucun corps de métier n'est épargné à l'hôpital. Ce que nous constatons ces dernières années, c'est un accroissement de nombreuses incivilités, des passages à l'acte aussi violents qu'imprévisibles, alors même que la demande de soins est honorée. Et alors, il y a vraiment un contexte tout à fait particulier. Et je ferai une petite digression, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 types de réponses. Il y a une réponse, j'ai envie de vous dire, à la fois civile, pénale et juridique de la part des institutions. Et puis, il y a une réponse de protection avec des moyens qui sont, pour le moins, à interroger, des barrières de protection, des agents de sécurité. Donc, l'hôpital devient un lieu hautement sécuritaire et ça me pose question. Voilà. Merci pour ces éléments. Comprendre et désamorcer l'agressivité grâce à la méthode de la communication non violente. On va rentrer ici sur des focus un peu plus méthodologiques pour essayer d'apporter à notre auditoire quelques leviers pour faire face à cette situation et ce constat de réalité préoccupant. C'est vous qui parlez, Alexandre? C'est vous, monsieur Barraud. C'est vous. Alors, Rosenberg, personnage atypique qui a travaillé qui a été l'élève de Carl Rogers. On retrouve un petit peu cette philosophie de la relation d'aide dans ses écrits. On retrouve notamment deux concepts clés, l'assertivité et l'empathie. Pour rappel, l'assertivité, c'est dire les choses avec conviction et fermeté, mais sincérité, honnêteté et douceur. Et l'empathie, c'est essayer de se mettre un petit peu à la place de l'autre pour savoir ce qu'il vit, ce qu'il ressent, une sorte de mais moi, laisse-moi te comprendre, laisse-moi me mettre un petit peu à ta place pour essayer de t'aider. Il y a une méthode que je vois que vous avez soulignée avec pertinence, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. L'observation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, à un certain moment, nous sommes nés et élevés un petit peu dans l'éducation de l'étiquetage, de la représentation, du préjugé. L'observation, c'est faire en sorte de, justement, s'en débarrasser et d'essayer d'être le plus neutre possible. Difficile tâche, je le conçois. La neutralité, c'est ce qui est à associer avec l'observation. Le sentiment, oui, alors ça, je trouve que dans les 4 mots-clés ici, pour moi, c'est celui qui est le fondamental. C'est-à-dire pouvoir dire ce qu'on ressent, donner à l'autre la possibilité de l'exprimer, ce qu'il ressent, une sorte de mise à niveau de plein pied, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'en dis, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, une plateforme d'échange. Et je trouve que ce mot-clé est fondamental dans la CNV. Le besoin, alors, le besoin par un tout petit détour étymologique. Le besoin, si vous regardez bien, ça donnait besoin. C'est un 2 mots. Dans le besoin, il y a la nécessité de prendre l'autre en soin. Ça a donné besogneux, c'est la même étymologie.
La besogne est quelque chose de difficile. Exprimer son besoin, ça n'est pas toujours facile. Il y a des stratégies à avoir dans l'expression du besoin. Je prends un exemple très facile. Ce n'est pas parce que j'ai envie de m'alimenter, c'est un besoin d'alimentation, que le chocolat sera la réponse, par exemple, à mon besoin. Bien sûr, il m'alimente, mais en même temps, peut-être qu'il s'agit d'un autre besoin, celui d'un réconfort, par exemple, voire d'une requête antidépresseur. Donc, vous voyez, le besoin est polymorphe, multiforme, et il faut absolument être passé par l'observation et le sentiment pour bien entendre le besoin de l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, cette échelle, elle est linéaire. Bien sûr, on peut aller dans un sens et dans l'autre, aller et venir, mais l'observation et le sentiment sont vraiment les piliers avant de parler du besoin. Quant à la demande, vous savez tous qu'il y a de multiples formes de demande, implicite, explicite. La demande n'est pas une exigence, n'est pas une contrainte que j'adresse à l'autre. C'est l'ouverture de mon cœur pour lui donner la possibilité lui aussi de s'ouvrir. Et là, on peut parler de quelle est ta demande, de quoi est faite ta demande. Et à partir de là, quel est ton besoin? De quoi as-tu réellement besoin? Tu peux me dire ce que ça t'apporte sur le plan sentiment? J'observe le cœur. Je remonte, ce qui est assez peu courant dans la CNV, mais ça fait partie de la CNV. Désamorcer. D'accord. Désamorcer. Oui. Si vous me laissez, Alexandre. Désamorcer. Le piège de la communication, c'est celui de l'escalade symétrique. C'est pas moi, c'est toi, etc. Donc on monte comme ça, l'escalade symétrique. Pour désamorcer, il faut comment vous dire, se faire à soi-même un aveu, monter sur sa propre colline, comme il dit Rosenberg, c'est-à-dire se percher le plus haut possible pour voir en bas qui je suis, ce que je ressens. Et ça n'est pas simple de percher, d'aller sur sa colline. Désamorcer les relations, c'est bien, avant tout, se regarder soi-même. C'est très compliqué de se regarder soi-même. Ça demande un travail d'introspection qui est parfois douloureux. Et si on fait l'économie de cette pénible introspection, on ne parviendra jamais à rentrer en contact avec l'autre. Effectivement, il y a un juste milieu à trouver. Voilà. Et l'exercice de l'introspection n'est pas simple. Comme disait Sénèque, trop d'introspection tue l'introspection. Absolument. Surtout que l'introspection, c'est la subjectivité renvoyée à soi-même. Ouais. Donc, il faut être très prudent sur le mot introspection. Il ne peut pas y avoir d'introspection sans demander le quitus de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je me fais comme ça, je me ressens comme ça. Est-ce que je te peine? Est-ce que voilà. Hein? Tout à fait. Mais c'est un échange, c'est un retour d'expérience commun. Alors, Rosenberg, il a utilisé deux métaphores que j'apprécie beaucoup. C'est celle de la girafe et du chacal. Peut-être que c'est marqué après, Alexandre. J'ai plus mémoire. On va voir là tout de suite. Alors non. Alors je vous en parle très rapidement. Le chacal, c'est ce que nous sommes dans la vie quotidienne. On attend parfois trop de l'autre et de soi-même. On est préconçu. On a des schémas. Et ça, c'est chacun d'entre nous à sa façon est un peu chacal. Alors pourquoi la girafe? Parce que la girafe, vous savez, c'est l'animal qui a le cerveau le plus loin de son cœur. Donc, et il faut une pompe cardiaque très forte pour irriguer le cerveau et donner cette possibilité de fonctionner. Et il demande, il souhaiterait que chacun d'entre nous soit un peu plus girafe que chacal. Voilà. Alors, c'est souvent une expression d'émotions fortes. Oui, il y a 5 émotions, en fait. Il y a le dégoût qui n'est pas là. Bon, la peur, la frustration, la douleur. Oui, la peur, oui, c'est une vraie émotion. C'est celle qui peut nous inhiber ou celle qui peut nous désinhiber complètement. Quand j'ai peur, je peux sortir de mes gonds. Quand j'ai peur, je peux au contraire me retirer. Quand je suis frustré, je peux être insatisfait. Quand je suis douloureux, je peux être irritable. Et oui, ce sont des émotions fortes. Et je crois qu'il y a une sorte de pudeur sociale à ne pas demander à l'autre qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis là. On ne peut jamais imaginer la vibration de sa parole sur l'autre. Donc, il faut être très très pudique, prudent. Et la prudence passe par la pudeur et l'humilité, je crois. L'humilité, ça vient d'humus, qui veut dire terreau, c'est-à-dire ayons les pieds sur terre ensemble. Des besoins satisfaits.
traduit des besoins satisfaits. Rosenberg a une très belle phrase par rapport à ça. Il dit le besoin satisfait est l'expression de notre incompréhension. C'est-à-dire que quand il est insatisfait, peut-être que je n'ai pas compris ce que l'autre me demandait, peut-être que je ne suis même pas au clair moi-même avec mon propre besoin. Et je ne peux me mettre que si je rentre en contact avec l'autre. Et oui, l'agressivité, chacun d'entre nous a un potentiel d'agressivité sans lequel nous ne serions pas là. Freud, l'agressivité, c'est cette pulsion qui nous permet d'être encore de ce monde. Il faut un minimum se battre. Et j'ai écouté tout à l'heure avec attention vos mots introductifs, hostilité et bataille. Ce sont des mots assez guerriers. Et donc, du coup, je vais essayer de vous montrer que l'hostilité, on peut en avoir, elle peut être constructive. On peut se battre, c'est aussi constructif. On passe de l'agressivité à l'agression quand on considère que l'autre nous est menaçant et que notre identité personnelle est menacée. Donc, il faut absolument déjouer ce piège. L'autre ne nous est menaçant que parce que lui-même se sent menacé. C'est l'escalade. Donc, désamorcer, c'est d'abord ça. Comment, pourquoi te suis-je menaçant? Cela vous dérange? Voilà. Exprimer son mal-être. Oui, c'est... Freud dit... justement... Oui, dans Malaise dans la civilisation, l'agressivité, l'agression est un détour de langage. L'agression est un détour de langage. C'est-à-dire que le sujet ne peut plus dire, il acte. Alexandre, vous voulez dire? Je vous ai coupé. Oui, non, je disais, enfin, je prenais note avec attention de tout ce que vous expliquez sur ces différents enjeux et le va-et-vient au final entre l'individuel et le collectif sur ces sujets, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais du coup, une fois qu'on a, on va dire, essayé et on est parvenu à identifier peut-être le comportement agressif et les causes, quelques étapes clés avec notamment le levier de la méthode OSBD pour arriver à désamorcer tout ça. Absolument. L'observation, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'observation, il faut la mettre sous la forme pronominale. Il faut s'observer et observer un petit silence. Je disais dernièrement à une collègue secrétaire que dans secrétaire, il y a taire le secret et il faut se taire. Si je veux laisser suffisamment de place à l'autre, il faut d'abord se taire. L'empathie, l'assertivité, la congruence, tous les mots rogériens qu'on peut trouver, ne peuvent trouver épanouissement que dans le silence. C'est le silence qui prévaut et qui permet dans un premier temps d'observer la situation. Le sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, quelle est l'émotion. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de demande, on ne peut demander à l'autre que si on a réussi à exprimer son sentiment. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'entendais une amie cadre, il n'y a pas longtemps, dire à une collègue aide-soignante, ça fait 2 fois dans la semaine que tu es en retard. L'observation aurait été de dire, ça fait 2 fois que j'observe des retards. Ce n'est pas la même chose. N'implique pas le sujet dans ces retards. Je factualise. Deuxièmement, ça m'ennuie, vos retards, pour la prise en soin des patients et pour l'organisation. On montre sa gêne. J'aurais besoin que vous veniez ou que vous m'en informiez. Je serai moins inquiète et je m'organiserai. Ma demande est la suivante maintenant. Si à terme, vous avez à être de nouveau sur vos lieux de service avec un décalage, prévenez-moi, passez-moi un petit coup de fil. Est-ce que l'exemple est éclairant? Oui. Concernant, en tout cas, c'est très clair. Voilà. C'est très, très clair. Là, c'est d'abord les faits, sans tenir aux faits et sans culpabilisation ou morale. Tout à fait. Voilà. Dans la poursuite des exemples, on en a quelques-uns ici. Je remarque. Justement pour aider notre auditoire à saisir, à appréhender un peu mieux cette matière. Je vous laisse les développer. Oui, je remarque que, c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire on factualise, je ressens, j'exprime, j'ai besoin, ça c'est tellement simple, mais tellement profond, ça veut dire qu'on va collaborer.
j'ai besoin de… Je t'exprime mon besoin, mais ton besoin peut être aussi mon inquiétude. Serait-il possible de… Voilà, formuler une demande correcte. Et quand on est passé par l'observation, le sentiment et le besoin, la demande est facile. Elle est facilitée, elle est fluide. Et surtout, si elle est un petit peu à côté de la plaque, je donne à l'autre la possibilité de la reformuler, de la recadrer, de la reformater. La posture, ça s'appelle en psychologie la fluence. Comment est-ce que je parle? Si je parle comme ça, évidemment que… faire. Si je veux laisser de la place à mon interlocuteur, les 2 dernières syllabes de ma phrase descendent. Les 2 dernières syllabes de ma phrase descendent. C'est-à-dire, à toi de dire. Si je ne veux pas laisser de la place à mon interlocuteur, les 2 dernières syllabes de ma phrase remontent. C'est simple comme système. Maintenir un contact visuel. Je regarde dans les yeux, mais pas trop. Le regard ne doit pas être scrutateur ou captateur. Il doit être empathique. Il doit venir du bas vers le haut, du bas vers le haut. Vous aviez quelque chose à me dire avec un petit mouvement de tête. Les gestes sont dits introspectifs. Ah, je suis inquiet, ça me pose question. Tout ça, ça doit être adapté à la posture. Quand je fais un geste extéroceptif, peut-être auriez-vous, regardez mon geste. Là, je vais essayer de le mettre dans la caméra. Là. Voilà, regarde, voilà. Oui. Voilà. Je prends la parole. Ah, je n'y avais pas pensé. Hein? Donc, c'est ouvert. Dites-moi ce que vous avez à en dire. Écoutez activement, sans interrompre. Mais j'écoute activement, l'écoute active, la fameuse écoute active de Freud. Je préfère l'écoute neutre, développée par Belay, qui est celle de dire je ne cherche pas à imposer ce que je pense de la situation ou de toi, et parce que je n'arriverai pas à t'écouter. Vous avez sans doute remarqué dans votre entourage qu'il y a des gens qui ne vous écoutent pas parce qu'ils veulent vous dire quelque chose. Ils attendent simplement que vous ayez fini ce que vous dites. Tout à fait. Mais ils zappent. Ça vous parle, Alexandre? Ils zappent. Ouais. J'ai un patriarche qui est comme ça, parfois. J'ai une stagiaire psychologue qui pense que, puisqu'elle fait des études de psycho très avancées, qu'il faut absolument qu'elle fasse montre de l'idée qu'elle se fait du patient. Non, non, on n'a pas besoin de dire l'idée qu'il se fait, il a juste besoin d'imaginer pour lui, imaginer pour lui, à éviter. Alors, regarde, il y a des gestes extéroceptifs. Quand on tape sur la table comme ça, avec le doigt qui… Ça veut dire la barrière. C'est clair. Les jugements et les accusations. À votre place. C'est un mouvement d'annihilation. Je supprime l'autre. Et je lui demande d'être moi-même. Impossible. Impossible. Interrompre pour minimiser l'émotion de l'autre. Bon. Ce matin, il y a le médecin-chef qui me dit Pascal, oui, voilà ce qu'une aide-soignante m'a répondu. Il n'y a pas mort d'homme. Non, mais c'est quand même l'anniversaire du patient qui arrive à 98 ans et qui s'étonnait que personne ne le lui souhaite. 98. Considération. Voilà, considération. C'est l'estime de l'autre. L'estime de l'autre. Mais l'estime de l'autre, c'est aussi l'estime qu'on a de soi-même dans sa fonction. Voilà. Est-ce que je suis clair? Oui, enfin moi, mon sens, c'est vraiment très clair. On comprend, si je pouvais résumer, il y a un souci de dialogue pour mettre en place cette considération de l'autre, mais aussi de posture. Très clairement, et les deux sont tout aussi importants. Je voudrais noter un dernier petit point, Alexandre. Allez-y. Plus vous avez affaire à des personnes vulnérables, fragiles, dépendantes, plus la CNV doit être appliquée. Qu'a-t-il comme moyen de se défendre? Cet être-là en face de nous, dépendant, parfois totalement, emmuré dans un mutisme pathologique et qui comprend les choses, par exemple avec Charcot ou Parkinson. Comment je fais?
J'ai demandé à une élève de deuxième année psycho de calculer le nombre d'impératifs qui étaient émis par les soignants au moment des toilettes, et on a fait une corrélation avec la dépendance des personnes concernées. Levez-vous, asseyez-vous, remontez les bras. Vous voyez là, les impératifs, au prétexte de gain de temps. Je comprends la pénibilité du travail des soignants. Mais nous avons, nous, à les sensibiliser à la nécessité de douceur et de tendresse parce qu'ils sont contraints par un contexte hospitalier tendu. Voilà ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Pour les soignants, contexte actuel. Répondre à chaud, oui, il faut prendre son temps. Reporter, des fois, ça permet aux deux parties ou aux parties en présence de mûrir. Et quand une cadre dit à une soignante, je vais y réfléchir, c'est pas qu'elle ne veut pas répondre. Elle ne veut pas répondre à chaud, tout simplement, parce qu'elle ne sait pas encore comment elle va s'y prendre, se justifier. Oui. Mais en même temps, il y a une ambiance de suspicion aujourd'hui. Donc, les personnes sont très, très, très rapidement dans la justification. Je le vois en réunion pluridisciplinaire, quand nous parlons clinique et d'éthique, souvent certains d'entre nous se justifient, alors que je préférerais que nous parlions clinique. Quelle est la question, hein? Prendre les choses personnellement. Alors, il y a un double tranchant, Alexandre, à les prendre personnellement. Il y a deux axes. Est-ce que c'est moi qu'on interroge dans ce que je fais ou ne fais pas, dans ce que je dis ou ne dis pas? C'est la première question, c'est personnellement. Et en même temps, c'est personnellement parce que ça me tient à cœur. Donc, dans la CNV, on va d'abord voir, quand c'est pris très personnellement, que la personne se sent très concernée. Vous voyez? Donc, c'est plutôt un avantage. Oui. Hein? Là, il faut désamorcer les barrières de doute, de suspicion et de crainte et valoriser le fait que le sujet prend les choses à cœur. Couper la parole, ben oui, c'est malheureusement, l'interruption de parole est courante. On gagnerait, ça nous permettrait de ne pas poser la question de ce que l'interlocuteur avait envie de nous dire par la suite, parce que souvent vous entendez, c'est ce que j'allais vous dire, j'y viens, il faut donner du temps. Minimiser. Attention à la minimisation des émotions. L'émotion est incompressible. Elle est versatile, labile, elle vient en lieu et place comment vous dire, de l'imprévu. Parfois, elle est indicible, le sujet ne peut pas la dire. Peut pas la dire. Donc, on reboucle avec le sujet de la pudeur évoqué tout à l'heure. Absolument. Il va rire alors qu'il est triste. Il va pleurer, il va vous dire que ce sont des larmes de joie. Vous voyez le paradoxe de l'expression de l'émotion. Et bien sûr, utiliser un langage accusateur. Ça tombe sous le sens avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec les sujets de posture, de dialogue, etc. Absolument. Merci Alexandre pour ces slides. Cas concret. Je vous propose qu'on passe effectivement au cas concret, dialogue entre terrain et expertise apportée par la communication non violente et des retours d'expérience divers avec différentes situations. Je vous en prie, Pascal. Ah oui, alors là, il y a un vrai dilemme. Il y a un vrai dilemme parce qu'il y a une vraie incompréhension. Je suis allé aux urgences récemment. Je suis arrivé à 18h, je suis ressorti à 5h du matin. Donc la situation était grave. Et donc, la gravité a été jugée très rapidement. Ça veut dire qu'il y a des gens pour lesquels la gravité était moindre. Pour autant, ils attendaient, ils étaient là avant moi, ils attendaient depuis de nombreuses heures eux aussi. Alors, il y a une vraie incompréhension, et je l'entends cette incompréhension, parce que j'ai travaillé sur les urgences et donc du coup, cadre d'urgence, l'incompréhension. Pourquoi lui en premier, il est arrivé après moi, il y a une tension qui s'installe,
un climat oui, d'incompréhension, de colère même, de déconsidération. Et pourtant, nous avons affaire à des professionnels qui font de leur mieux. Je pense que cela mériterait plus d'explications. On s'adresse à la personne qui nécessite des soins urgents et on ne pondère pas ceux qui sont à côté. On ne les modère pas, on ne les informe pas. Souvent, c'est un défaut, voire un déficit d'information, tout simplement. Et je peux comprendre, hein, parce que je vous donne un exemple. Moi, j'avais un service d'urgence qui était calibré pour 42 000 passages. De mi-juin à mi-septembre, j'avais un quart de personnel en moins. J'avais un quart de passage en plus. Donc, l'équation est assez simple. Donc, oui, les périodes d'été, la chaleur n'aidant pas, le tourisme, les gens viennent dans un endroit qui n'est pas leur ville, qui n'est pas leur lieu, avec des cultures différentes. Il y a cela aussi à prendre en compte. Donc, alors souvent, sur quoi on est attaqué? Sur leur crainte de l'incompétence. C'est bien moins le temps qui est mis en cause, mais la peur d'être incompétent. Et je vais porter plainte, oui, mais la plainte, c'est celle de la plainte du patient qui est douloureux. Avant tout, ça n'est pas la plainte juridique. Je vais porter plainte parce que la plainte de mon proche n'est pas entendue à sa juste mesure. Vous voyez? Et les excuses arrivent souvent trop tard parce que nous ne savons pas toujours bien faire dans les services d'urgence, qui est d'informer, de rassurer tout simplement. Alors oui, l'attente est souvent vécue comme intolérable, rarement suffisamment accompagnée, et les tensions pourraient être largement diminuées si nous savions nous porter à la rencontre des aidants. Et pouvoir communiquer. Absolument. Donner l'information, et ça, déjà, c'est un très bon levier pour arriver à désamorcer. Si on a un enfant qui travaille dans les services d'accueil, c'est le même problème. Même problème. C'est en quoi puis-je vous aider? La parole est simple. C'est valable en situation de soins et dans la vie courante. Hein, l'EHPAD, elle est furieuse. Alors, il y a un vrai paradoxe en EHPAD, parce que vous avez des personnes âgées qui ne souhaitent pas du tout bénéficier des soins intimes de la toilette. Et il y a des enfants qui sont parfois d'une exigence extrême, ne comprenant pas que la toilette peut être faite tous les 2 jours, par exemple. Alors, moi, j'appelle ça, souvent, et notamment en EHPAD, quand on n'arrive pas à formuler sa requête, sa demande très clairement, elle est biaisée. Donc, quel biais ils utilisent, les familles? Eh bien, ils utilisent le biais, vous avez perdu des vêtements, c'est l'enveloppe corporelle et personnelle. Toujours cette enveloppe corporelle, c'est-à-dire celle de la douche. La toilette, c'est inadmissible. En fait, tout ce qui enveloppe le résident, que les enfants ne peuvent plus réellement réaliser, il y a une forme de culpabilité, de colère, d'insatisfaction. Il faut l'accueillir. Il est probable qu'elle sera permanente chez cette fille. Mais plus nous multiplions les temps de rencontres et de paroles avec cette fille, moins la colère sera présente et pourquoi pas l'apaisement au rendez-vous. Très clair. C'est ma méthode, Alexandre. Toujours la communication et la posture. Absolument. Au final. Les tensions entre collègues. Ça part d'un fonctionnement très simple. D'une incompréhension, on passe au malentendu. Du malentendu, on passe à l'attention. De l'attention, on passe à l'escalade. De l'attention, on passe à la mésentente. De la mésentente, on passe au conflit. C'est l'échelle je viens de vous décrire l'échelle de l'agressivité. Vous voyez? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas habitude de ne pas préparer le chariot. Mais quelle est sa demande? Quelle est sa question?
quelle est sa question? Une réorganisation de travail? Peut-être, pas sûr. Une opportunité pour discuter? Peut-être. Une opportunité pour se découvrir? Sûrement. Il y a derrière quelque chose qui impacte en tout cas l'organisation de sa collègue, mais il y a aussi derrière, me semble-t-il, une requête de redéfinition de la collaboration, y compris lorsque nous savons que l'aide-soignante a à obéir, entre guillemets, à des consignes infirmières, parce que c'est ça, ce sont les textes de loi qui le précisent, mais il faut bien savoir que ces derniers temps, l'aide-soignante a de plus en plus d'autonomie avec le nouveau décret, donc peut-être qu'il y a à se parler sur chacun les missions de l'une et de l'autre, et c'est peut-être ce qui est en cause. En tout cas, moi, Alexandre, ce petit exemple, je dirais qu'il y a ici matière à redéfinir une collaboration qui visiblement se tend, et peut-être matière au cadre, s'il y en a un ou une, à redéfinir cette collaboration et à rentrer dans la triangulation, faire une triangulation pour que ça baisse un peu. Voilà. Est-ce que je suis clair, Alexandre? Très clair, et c'est toujours dans l'intérêt de l'usager, mais aussi, c'est important des personnels, des soignants. Absolument. Se protéger face à tout ça. Une équipe Merci qui va en tout cas. Ce sont des soignants qui vont mieux, des soignés qui vont mieux. Oui, tout à fait. Merci pour tous ces éléments méthodologiques, on va dire, et contextuels pour donner des leviers, pour avoir donné ces leviers-là à notre auditoire. Je vous propose dans cette on va dire, dernière partie sur notre webinaire du jour de faire un petit focus sur la formation immersive Simongo. Parce qu'on vous propose aussi chez Simongo un levier, un outil pour vous aider face à ces situations d'agressivité. On a conçu, il y a quelques mois déjà de cela, une nouvelle formation qui s'intitule Situation critique, comment réagir à l'agressivité. Donc, on est toujours sur nos formats habituels, formats immersifs, de formation numérique, simulation en 3D, qui présentent des cas pratiques où vous serez plongé avec différentes mises en situation au sein d'un établissement de santé virtuel pour justement mettre en avant notamment cette méthode de communication non violente et la méthode plus particulière de l'OSBD pour pouvoir vous aider en situation concrète à analyser les situations, comment les anticiper pour pouvoir les désamorcer. L'idée, ça a été souligné, je pense, tout au long de la présentation de Pascal Barraud, c'est vraiment de favoriser une bonne prise en charge et apaiser la situation, la relation de soins, mais aussi de vous protéger, de vous aider à vous protéger, vous, en tant que professionnel de santé en situation. Et toujours donc, travailler sa communication et sa posture relationnelle. Et il est vrai que depuis donc, cette commercialisation de cette nouvelle formation, les résultats observés auprès de nos établissements sont positifs parce que ça permet vraiment une montée en compétence sur cette thématique, mais surtout ça apporte de la confiance au personnel, aux professionnels qui se sentent vraiment plus à l'aise face à ces différentes situations. Une petite astuce que je souhaitais vous préciser pour la mise en place, pourquoi pas, de cette formation au sein de vos établissements, c'est de l'utiliser sous forme un peu hybride, si je puis dire, c'est-à-dire de déployer ce module de formation auprès de vos agents et en complément de convier un formateur en présentiel comme M. Barraud, par exemple, pour pouvoir compléter un peu tous ces éléments et favoriser l'échange, au final, l'échange de bonnes pratiques, de connaissances, pour monter en compétence sur cette thématique. Voilà, nous en avons fini pour en tout cas cette présentation, ce webinaire, ces différents éléments qui, on espère, vous auront plu et vous auront donné quelques outils pour faire face et désamorcer ces situations d'agressivité. Et je vous propose qu'on passe au temps d'échange, de questions-réponses. Avez-vous des questions pour nous et surtout pour notre expert, M. Barraud? Que faire quand un patient n'est pas dans le dialogue et sous l'emprise d'alcool? Il demande Josie. Alors, Josie, est-ce qu'il s'agit d'une personne âgée? Est-ce que vous travaillez en psychiatrie, aux urgences? Bon, la première chose, c'est d'éluder la question du produit.
produit. Le produit ne doit pas être l'intention première du débat. Mais d'abord, se focaliser sur, on observe l'état d'ébriété. 2, qu'est-ce qu'il y a amené. 3, est-ce qu'il a besoin d'aide dans le moment. En tout cas, je vous invite, quand vous avez un patient sous emprise d'alcool, parce que j'ai travaillé énormément dans les services d'addiction en psychiatrie, notamment le dimanche soir après les permissions, il revenait très alcoolisé. La première chose, c'est qu'il faut constater qu'ils reviennent. Donc, ils sont en sécurité. Ils savent qu'ils vont pouvoir se montrer. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, le produit ne doit pas être mis sur l'avant-scène. Ce qui est à mettre sur l'avant-scène, c'est l'état, j'ai envie de dire, psychique du sujet. L'état psychique. Et puis 3, attendre tranquillement qu'il se dégrise et revenir vers lui. C'est-à-dire qu'il y a dans l'alcoolisation, dans l'acte alcoolique, un avant, le sujet est sobre, enfin, il n'est pas ivre, il s'enivre. 3, il vient chercher de l'aide. Et peut-être même que l'effet de l'alcoolisation et d'ébriété est, pour ma part en tout cas, une opportunité à tisser un dialogue en dehors de l'alcool. En dehors de l'alcool. J'ai connu une période tout à fait terrible où quand un patient rentrait alcoolisé, il fallait qu'on fasse un test d'alcoolémie. Terrible, terrible. Je crois que le bon sens clinique nous suffisait à pouvoir dire et à dire qu'il était en état d'ébriété. Ça n'est pas sa problématique du moment. Sa problématique du moment, c'est de pouvoir se montrer à vous et de pouvoir justement... Alors, oui, vous avez des sujets qui sont en état d'ébriété sévère, avec lesquels le dialogue est difficile. Alors, dans ces conditions-là, je vous invite à différer. Tout simplement. Si vous en avez les moyens, bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que ça répond à la question, Josie? Je pense, oui. Je pense. Je ne sais pas si Josie peut nous répondre en commentaire. Mais, en tout cas, on va passer à une seconde question. Est-il possible de tester la formation? Alors là, je vous réponds oui, Delphine, c'est possible. Je vous invite à vous rapprocher de Simango. Alors, si vous faites déjà partie d'un établissement que l'on suit, rapprochez-vous de votre chargé de suivi établissement et on vous mettra à disposition un lien test. Et si ce n'est pas encore le cas, contactez-nous. On a toutes les informations sur notre site internet pour nous contacter et on se fera une joie de vous recontacter et de vous apporter tous les éléments relatifs à la formation. Alors, on a une nouvelle question. Pascal peut-il intervenir en complément sur site? Je pense que oui, mais je vais vous laisser Pascal répondre. Alors, pas de souci, Alexandre. Je compte sur vous, Alexandre, pour me donner les modalités, le format. Pas de souci. Alors, AG, je ne sais pas qui est, mais oui, tout ça, c'est à voir avec Alexandre. Je me tiendrai volontiers à votre disposition pour des infos ou des compléments Voilà. On fera un transfert formation, sans souci. Merci AG pour la question. Est-ce qu'on a une autre question? Non, on n'a pas d'autres questions, m'indique la régie. Écoutez, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Je remercie tous les participants. Je vous remercie, Monsieur Barraud. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un rappel concernant 3 messages clés par rapport à notre sujet du jour. L'agressivité, c'est avant tout un signal de détresse. On a des outils simples qui existent pour réagir sereinement. On vous en a fait part, la CNV notamment. Et effectivement, se former aide vraiment à mieux vivre ces situations, à se protéger aussi face à ces différentes situations. Donc, on espère que tous ces leviers qu'on vous aura modestement mis en avant vous permettront de faire face à ces différentes situations. Merci Pascal. Merci Alexandre, merci. Pour cette belle opportunité. Et au revoir à vous tous et toutes. Merci, belle journée. Merci Alexandre. Au revoir.